Plaisir de nous retrouver ici à ces débuts d'année. Ce n'est pas une première pour moi, ça c'est sûr. Et c'est toujours un plaisir renouvelé. Ce soir, nous avons les éléments déchaînés contre nous, c'est vrai, beaucoup de contretemps. Beaucoup qui m'ont dit que pour des raisons diverses et variées, ils ne pouvaient pas être là et ils s'en sont excusés. Je ne vais pas vous en faire la liste parce qu'elle est très nombreuse. Et avec cette météo qui maintenant perturbe très vite, dès lors qu'il y a un peu de neige, c'est vrai que beaucoup de gens craignent de prendre la route. Bon. Donc moi en tous les cas, j'introduis donc toujours cette rencontre par des vœux, puisque c'est presque une tradition de dire des vœux en début d'année. Donc je le fais d'abord bien sûr à mon nom personnel, mais aussi au nom du conseil municipal. Je vous souhaite bien entendu une année 2017 qui soit une bonne année, surtout la santé, c'est essentiel. Et puis je vous souhaite aussi beaucoup d'activité, quelle que soit la tâche dans laquelle vous êtes, parce que c'est ça la vie, c'est l'activité. Je souhaite que vous y trouviez de l'épanouissement dans tout ce que vous entreprenez. Et je souhaiterais aussi une bonne année, bien sûr, à cette commune de Saint-Lary qui nous est chère. Comme au premier jour d'ailleurs. Voilà, donc ce n'est pas un discours que j'ai envie de faire ce soir et je souhaiterais que ça se fasse un peu sous forme d'échange, je souhaiterais que je ne sois pas le seul à parler sous forme de monologue. Mais on va l'introduire, cette réunion, comme on le fait maintenant depuis 2 ou 3 ans, en commémorant ceux qui ont été des victimes de cette boucherie que fut la guerre de 14-18. Et vous savez que maintenant, depuis 2 ou 3 ans, grâce à l'aide de M. Rio, qui est un Bordelais propriétaire d'une résidence secondaire à Autrèche, on arrive à avoir des informations sur les jeunes de Saint-Lary qui ont laissé leur vie pendant ces années de cette guerre qui fut une véritable boucherie. Donc, j'ai donc un petit dossier que m'a transmis M. Rio, qui lui aussi n'a pas pu venir. Et c'est un dossier complet quand même, qui est le résultat d'une sacrée recherche quand même. Voilà, Saint-Lary en Couserans-Ariège, centenaire de la guerre 14-18. 1916, la Somme, la bataille de la Somme et de Verdun, qui fut une boucherie sans nom. En mémoire des fils de Saint-Lary morts pour la France. Cette année 2016 marque le 100e anniversaire de la bataille de Verdun, symbole de l'absurdité de la guerre. Verdun fut une véritable boucherie, où la grande majorité des combattants fit un passage forcé. La bataille de la Somme, à l'autre bout du front, fut tout aussi sanglante. À Verdun, sur la Somme, et également sur le front d'Orient, ce sont 3 jeunes de Saint-Lary qui y ont perdu la vie, et de nombreux autres y furent blessés. Ces soldats morts pour la France sont Tougne Bernard, Courette Bernard et Barbe Jean-Alexandre. Ces victimes étaient agriculteurs dans les différents hameaux de notre village. Leur perte a été cruellement ressentie, leurs familles décimées ont eu beaucoup de mal à subsister. Dans le cadre du devoir de mémoire, comme les anciens combattants pour la DER et plus jamais ça, nous devons tous mettre en œuvre afin que plus jamais ne se reproduise un tel désastre humain. Pour honorer la mémoire des 3 fils de Saint-Lary morts pour la France en 1916, nous avons retracé leur parcours durant cette guerre. Tougne Bernard, soldat de 2e classe, 13e régiment d'infanterie, mort pour la France le 8 juillet 1916 à Hardecourt, dans la Somme. Genre de mort, tué à l'ennemi. Barbe Jean-Alexandre Casimir, soldat, mort pour la France le 7 septembre 1916 à l'hôpital de Salonique en Grèce. Genre de mort, suite de maladie contactée en service commandé, paludisme. Et enfin, Courette Bernard Georges Caporal, 283e régiment d'infanterie,
mort pour la France le 9 mars 1916 à l'hôpital Michel Lévy à Marseille. Genre de mort, méningite cérébrale foudroyante. Saint-Lary en 1916. Depuis le début de la guerre, en août 1914, Saint-Lary a vu quantité de ses fils partir défendre la patrie. Un trop grand nombre a déjà perdu la vie et cela a considérablement bouleversé la vie du village. Saint-Lary sur Bellonde, blotti au creux de la vallée, attend avec terreur l'annonce de nouveaux décès. Les familles endeuillées essaient tant bien que mal de survivre, mais dans une population d'agriculteurs, le manque de bras commence à se faire sentir et la vie sociale et économique du village s'en ressent très fortement. Malheureusement, mais personne ne le sait, en cette fin d'année 1916, la guerre est loin d'être terminée. Les soldats morts pour la France en 1916, Courette Bernard. Il est né le 1er octobre 1873 à Saint-Lary. Il est le fils de Courette Jacques et de Burgala Marianne. Il exerce le métier de boulanger. Il mesure 1,63 m et a les cheveux bruns. Il est parti à la guerre à 41 ans, c'est un des plus âgés. En septembre 1894, il fait son service militaire au 59e régiment d'infanterie à Pamiers. En août 1914, il est rappelé au 283e régiment d'infanterie de Saint-Gaudens. Il combat dans la Meuse, sur un grand secteur à l'ouest de Verdun. Il est nommé caporal le 10 octobre. Son régiment affronte les troupes du Kaiser aux Éparges, à Rupt, à Saint-Mihiel et sur le redouté front de l'Hypoténuse. Jusqu'à l'hiver 1916, les affrontements se font meurtriers et de nombreux Ariégeois y laissent leur vie. En février 1916, Bernard Courette est victime de méningite. Il décède le 9 mars à l'hôpital de Marseille. Il est inhumé à la nécropole de Luynes à Aix-en-Provence. Tougne Bernard. Il est né le 4 avril 1896 à Saint-Lary. Il est le fils de Bernard Tougne et de Salle Marie. Il est cultivateur. Il mesure 1,68 m et a les cheveux châtain clair. Il a à peine 18 ans quand la guerre éclate. C'est un des plus jeunes combattants. En septembre 1914, il est incorporé au 7e régiment d'infanterie de Cahors. Il rejoint son régiment sur le front de l'Artois. Pendant plusieurs semaines, il combat les troupes allemandes dans les tranchées boueuses et sous les tirs incessants des canons ennemis. Après un repos bien mérité dans la région d'Amiens, le 7e régiment d'infanterie fait route pour l'Argonne, région de sinistre mémoire où le régiment a combattu fin 1914. Pendant de longs mois, les affrontements avec les troupes du Comprinz sont quotidiens avec son cortège de blessés, de morts et de disparus. En avril 1916, il est muté au 153e régiment d'infanterie. Fin avril, le régiment est au repos à Senlis dans l'Oise. C'est ensuite le départ pour le front de la Somme, dans le secteur de Neuville-les-Brais. Une grande offensive est lancée le 3 juillet, dans le secteur de Favières. Les contre-attaques ennemies sont féroces, les bombardements continuent, et c'est au cours de ces combats que Bernard Tougne sera tué. Son corps ne sera jamais retrouvé, il avait 19 ans. Barbe Jean-Alexandre. Il est né le 24 juillet 1884 à Saint-Lary. Il est le fils de Jean Barbe et de Marie Tougne. Il est charretier. Il mesure 1,70 m et a les cheveux châtains. Comme beaucoup d'Ariégeois, il est parti travailler dans les vignes du Médoc. Il effectue son service militaire en 1905 au 14e bataillon d'artillerie à pied. En août 1914, il est rappelé pour la guerre au 1er régiment d'artillerie coloniale. Il combat sur la Marne. En mars 1915, il passe au 123e régiment d'infanterie, puis au 175e régiment d'infanterie à mai. Avec son régiment, il part pour le front d'Orient, combat aux Dardanelles où il est blessé par balle à l'épaule. Après repos, il part sur le front de Salonique. Au cours de l'été 1916, il est victime du paludisme et il meurt le 9 septembre 1916 à l'hôpital 301 de Salonique, nord de la Grèce. Il repose à Salonique.
Voilà ce qu'on peut dire pour évoquer la mémoire des citoyens de Saint-Lary dans cette furieuse guerre de 1916. Voilà donc cette commémoration que l'on fait tous les ans maintenant depuis que M. Rio nous amène tous ces éléments d'information. Voilà, donc maintenant on va profiter de cette occasion pour dire un petit peu la vie de la commune, ce qui s'y passe, ce qui s'y passera, dans quel environnement on est et quel est l'avenir qui se présente. Donc faire un petit rétro sur ce qui s'est passé en 2016, où nous avons continué à faire des travaux, à équiper, à intervenir, parfois dans l'urgence, pour que la commune à la fois puisse s'embellir, se rénover, s'équiper. Donc nous avons fait quelques travaux sur la voirie, nous avons fait quelques travaux sur les bâtiments. Et maintenant nous avons terminé ce programme pour les logements sociaux. Ils sont au-dessus, ils sont maintenant terminés. Et maintenant nous avons 5 logements que nous mettons à la location. En plus de nos 2 logements du haut, nous avons aussi 2 logements à la lycée presbytère et un logement à l'école des Bandines. Donc nos 5 logements sont maintenant loués, ils sont tous en cours de location, ce qui donne à la commune quelques revenus quand même supplémentaires par rapport à ce qu'elle avait avant et en contrepartie des dotations diverses et variées qui n'arrivent plus aussi abondamment qu'elles ont pu arriver pendant un certain temps. Donc c'est vrai qu'on a investi pour nos logements, mais je crois qu'on l'a fait pour l'avenir, parce que nos communes, de plus en plus, juste les plus petites, vont être appelées à se débrouiller par elles-mêmes, par leurs propres ressources, plus que par des fonds venus d'ailleurs et qui, on s'en rend compte, viennent de plus en plus difficilement. Donc voilà donc par rapport à cela, on a aussi entrepris de restaurer notre chapelle du bout du pont, qui fait partie aussi de notre patrimoine, puisque après l'église venait le tour de la chapelle, qui a eu son toit qui a été refait il y a quelques années, et pour lequel il nous fallait entreprendre les travaux de réfection des plâtres, des peintures, que vous avez certainement vues, qui méritent en tous les cas d'être vues. Ce n'est pas complètement terminé, il nous faudra refaire le plancher, tout du moins refaire un plancher sur celui qui existe déjà, sans toucher aux balustrades qui sont autour, parce que ça toucherait au plâtre. Donc les travaux pour le plancher sont prévus pour le printemps. Les litos sont déjà posés, il ne restera à mettre sur ces litos que des planches qui sont commandées et qui nous seront livrées, donc des planches en partie en pain, sur lequel on mettra aussi des produits d'entretien, un parquet en pain qui viendra compléter ces travaux déjà beaucoup engagés et pratiquement terminés. Il restera aussi à peindre la grille extérieure. On essaiera de trouver des solutions avec un électricien pour lui prévoir un éclairage de nuit. Ça existe, qui ne consomme pas beaucoup, de façon que cette chapelle puisse être vue de jour comme de nuit. Et lorsqu'il y a éclairage, ces bâtiments-là sont plus mis en valeur la nuit que le jour. Ça c'est vrai. Donc on essaiera aussi de prévoir un éclairage. Voilà. Pour l'année qui arrive, bon, bien sûr, il y a autre chose. En 1977, on a refait le site internet de la commune. Je vous invite à aller le voir, ce site internet, parce qu'il mérite d'être vu. Donc, je pense que vous avez peut-être les coordonnées pour aller visiter ce site, c'est saint-lary-ariège-dex.com. Vous pourrez y voir un site interactif sur lequel on présente la commune sur ses meilleurs jours avec ses plus beaux attraits et qui donne envie d'aller voir ce qui se passe là, dans ce petit endroit. Je crois que ce site est porteur, ce site est vendeur. Donc on a trouvé une entreprise là qui crée des sites
Et je pense qu'on a trouvé le professionnel qu'il nous fallait. Parce que vraiment, ce site, il met la valeur de la commune en avant, il suscite la curiosité. Je crois qu'il est vendeur. Est-ce que vous voulez en parler un peu plus, Charles, par exemple, qui a participé? Alors, bien entendu, ils étaient 3 dans le conseil municipal à s'être occupés particulièrement de cette création de site, de cette préparation, de tout ce qu'il faut fournir en information pour pouvoir le rendre attractif. Il y avait Charles, il y avait Fabrice et il y avait Patrick Alvary qui ne peut pas être là ce soir. Voilà. Donc, Charles, tu veux en parler un peu, là, comment les choses se sont passées? On avait déjà sur le site sur Internet, c'était ce qu'on appelle un site vitrine. C'est-à-dire on y avait rentré, quand on avait créé le site, il y avait quelque chose qui était en place, et on voulait voir ça, et ça, et tout le temps la même chose. Ça, c'était une toilette, il fallait faire quelque chose de moderne. Et donc on a donné le nom, et nous avons dit c'était un site administratif. C'est-à-dire qu'il fallait y mettre quel texte, des photos pour le rendre le plus agréable possible, pour donner aux gens qui nous suivent de voir du coup, on va aller voir ce que c'est. Parce que le but, c'est de faire des macelleries pour créer de la richesse sociale. Et donc on a créé ce site administratif. Dans ce site, il y a des choses dedans, mais on le fait évoluer constamment. Ça, c'est Fabrice qui a été formé pour faire vivre ce site. Alors là, ce site, on peut trouver tout un tas de choses scénarii, historiques, le présent. Pour ce qui concerne la première, on peut y dire tous les rapports des conseils municipaux, le bulletin annuel ici de la commune. On peut y voir tout ce qui se passe au niveau des associations, toutes les associations, une page, le TDFR, des amis du Ligue, les associations, et ça, il y a beaucoup de photos. Ce qui est intéressant, il y a l'agenda et il y a l'agenda, c'est-à-dire en ouvrant le site, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'il y a de prévu à Seine-Marie. Et là, vous verrez qu'au mois de mai, il y a ça, au mois d'août, il y a ça, au mois de juillet, il y a ça. Alors, ça, pour chaque une nouvelle activité qui va rentrer sur Seine-Marie, on l'a mis sur le site, on n'est pas en même temps. Et bien ensuite, il y a aussi le code de rentrer ces activités. Si vous voulez un petit peu de travail de journaliste. Voilà. Il y a eu, par exemple, ce soir, les verts, l'explication. L'explication des enregistrements. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Il va y avoir des photos, certainement il y aura même une vidéo ce soir. Et puis il y aura un compte rendu qui s'est passé pour le numéro. Et ça fait l'actualité de Seine-Marie. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une tâche à Seine-Marie, qui n'est pas là, le frère des invités, il regarde ce qui se passe à Seine-Marie. Je vous invite à aller voir ce site parce que nous on est de Seine-Marie et quand on voit ces cas-là, on se dit on va aller voir ce qu'il y a. C'est intéressant. Il y a beaucoup de choses sur Seine-Marie. Alors l'adresse du site, c'est Seine-Marie Ariège avec une crédit. Alors pourquoi aussi long? Parce que Seine-Marie, on a la concurrence, il y a beaucoup. Et quand on tape Seine-Marie sur l'ordinateur, on tombe sur Seine-Marie de Ariège, parce que on peut aussi Seine-Marie de et puis René. Pourquoi? Parce que pour les gens qui sont de loin, ils ont des expériences, quand il y a des gens du Nord, quand on leur parle de l'Ariège, ils savent pas aussi. Ah, vous êtes de l'Ariège. L'Ariège, ils ne savent pas. Si vous leur dites c'est l'intérêt des centrales, oui, d'accord. Donc il faut que quelqu'un qui va aller dans les Pyrénées, il faut qu'il puisse avec le Pyrénées arriver sur Seine-Marie. Alors Seine-Marie, Ariège et Pyrénées. Et entre chaque mot, il y a des Pyrénées. Il arrive Ariège et Pyrénées. Voilà. Alors je ne vais pas vous dire que ça reste long. Il faut vous donner à voir un peu les curiosités. Et je crois qu'il est prévu, Fabrice, là, de s'écrire ceux qui veulent recevoir l'information. Moi, j'ai préparé juste un petit flyer, ceux qui ne sont pas inscrits par si vous voulez, pour être informés de tout ce qui se passe dans le village.
rentrez votre nom, votre adresse mail, et vous recevrez une appel sur un fichier que j'appelle Info, et ça permet d'être informé de tous les événements qui se font sur la commune. Voilà. Voilà, donc. Toutes les démarches administratives que vous pouvez faire au niveau de la commune, vous avez une licence qui est lycée, vous pouvez y voir un météo sur scénario, vous pouvez cliquer, vous rentrez sur l'air, cela a un peu de suspense. Donc voilà pour la partie communication qui est une partie importante. Dans la vie qu'on vit, la communication est essentielle. Hein. Ça c'est vrai, hein. On existe que si on communique et on l'a bien compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On continue nos équipements. Hein. On a changé notre tracteur. Nous avons un tracteur neuf avec une étrave qui a servi maintenant encore aujourd'hui ce matin pour le déneigement de nos routes communales, mais aussi pour les routes départementales, puisque nous avons passé une convention avec le Conseil général qui nous a demandé, et on en a été d'accord, de déneiger les routes départementales de Rouech et d'Autrèche. Hein, donc ceci s'ajoute à ce que l'on faisait déjà avec nos routes communales, qui déjà nous prenaient pas mal de temps le jour qu'on déneige. Donc là, on en aura un peu plus, mais c'est assez coordonné tout ça parce qu'on y montait déjà dans les hameaux pour aller faire les routes communales. Alors, tant qu'à faire que d'y monter, avec l'étrave levée, autant d'y monter avec l'étrave baissée, ce qui aide un petit peu tous les travaux, comme tous les travaux de déneigement qui arrivent tout le temps le même jour, le même matin pour le département. Quoi. Donc on a ce qu'il faut. On vient dernièrement d'acheter un broyeur à branche d'occasion qu'on a essayé, qui marche bien. Bon, maintenant, même pour broyer les branches et pour faire des copeaux que certains paraît-il ça sert, pour faire de l'huile, tout ça, on aura des copeaux. On va pouvoir broyer aussi les branches. Ce qui va aussi bien nous servir, plutôt que de faire brûler, alors qu'on n'en a pas trop le droit des tas de branches, qu'on est obligé d'amener dans un endroit pour faire brûler, ça nous permettra, ça, de nettoyer coin par coin et de broyer au fur et à mesure les branches. Donc on a maintenant quand même, la commune est bien équipée au point de vue, que ce soit en tracteur, en camion, en véhicule 4x4. On a tout ça, on a les traves, maintenant le broyeur, on avait la balayeuse. Donc il ne manque pas grand-chose pour ainsi dire rien, pour fonctionner et faire tout ce que l'on a à faire avec notre employé communal, puisque nous avons un employé communal, Frédéric, à temps complet. Nous avons aussi une secrétaire de mairie, à raison de 10 heures par jour. Par 10 heures par, non, pas par jour, 10 heures par semaine. Non, par jour. 10 heures par semaine. Marion, qui est une jeune secrétaire de mairie, qui a débuté dans le métier il y a 3 ou 4 ans, là, qui ne fait pas que la commune de Saint-Lary, elle en fait 4 autres à côté, mais tout ça mis à bout, ça lui fait un temps complet. Et elle est particulièrement remarquable, elle est montée maintenant en compétence, et c'est une secrétaire de mairie dont on ne peut que se féliciter les services. Voilà, bon, je vais quand même remettre une couche sur le mouvement associatif, parce que je suis très content. Le village étonne. Que dans ces petits villages puissent faire autant d'activités. Je l'entends bien ailleurs que dans le village, mais aussi dans le village, pour ceux qui viennent de temps en temps. Le village étonne par toutes ces nombreuses activités, que ce soit celle du comité des fêtes, dont on vient de changer la présidente. J'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle, Sandra, qui est juste derrière et qui se cache derrière le poteau. Donc il y a le comité des fêtes, il y a les amis de l'église, dont la présidente est encore là, une femme Florence, de l'auberge, qui nous manage ça de façon remarquable. Déjà, vous avez reçu dernièrement le programme des activités pour 2017, vous avez vu qu'elles sont encore nombreuses et pas des petites. Et pas des petites. Quand on annonce Grégory Turpin à l'église de Saint-Lary, après avoir vu Etcheverry, après avoir vu Nadao, on ne tape pas dans le bas de gamme. On va faire savoir ça. Donc voilà. Alors pour l'année qui se présente, on continuera avec nos moyens, bien entendu, on continuera, on va faire des travaux par tranche, toujours sur la voirie, on envisage de refaire la route du 12,
et de faire un bout de chemin Numériga où nous avons de nouveaux habitants qui n'arrivent plus à voter parce que le bout du chemin Numériga n'était pas prêt pour ça. Donc on va le bétonner pour pouvoir accéder jusqu'à la dernière maison de cette route de Numériga. Voilà pour les travaux de l'année. Alors on envisage aussi un autre chantier important pour nous, c'est de finir cette restauration de l'église dont il reste à relustrer le clocher, une partie qui aujourd'hui n'a pas encore été touchée. Donc on a encore une dernière tranche de travaux et on a convenu avec l'association des amis d'église, avec la commune et avec la fondation du patrimoine de lancer dès cette année une souscription publique, ce sera la 4e ou la 5e, une souscription publique pour terminer ces travaux de rénovation du clocher. Et puis on aura fait l'essentiel, sachant que les travaux se font aussi à l'intérieur avec les amis d'église, les travaux parlent sous la forme du bénévolat. La sacristie a été refaite, mais sans avoir les ressources de la mairie, avec les ressources de l'activité de cette association. Donc voilà, les chasseurs, je n'en parle pas, ils sont tonitruants, vous les voyez, leur quartier, que ce soit ceux de Saint-Lary, voici le président, Michel, et puis il y a aussi notre équipe à Rouèche, et avec tout ça, ils occupent un terrain très giboyeux ici. Ah oui, je vais dépasser le temps, mais le temps, donc on coupera. Donc voilà. Donc après on a nos groupements pastoraux, ceux-là je ne les oublie pas parce qu'ils sont essentiels. On a 2 groupements pastoraux, le groupement pastoral du Barestais et celui de l'Extrême-Maille, 2 groupements très importants qui nous permettent de maintenir les estives dans l'état où elles sont avec les soucis que l'on connaît aujourd'hui. Et sur ces estives-là, notamment sur celle du Barestais et de l'Extrême-Maille, il y a des travaux de programmés via la fédération pastorale et avec les présidents des groupements pastoraux, il y a des travaux de programmés pour la prochaine année. Donc voilà donc pour l'essentiel, pour l'avenir. Après je voulais vous donner quelques informations au coup par coup. Vous savez que nous avons un objectif, en tous les cas en partenariat, de réouvrir notre marbrière de Rouèche, pour lequel nous avons une entreprise qui est, j'allais dire, la propriétaire de cette marbrière, qui achète même des terrains autour pour s'agrandir, avec l'objectif d'exploiter à nouveau cette marbrière de Rouèche, qui a un marbre de première qualité, un marbre très haut de gamme. Donc la procédure suit son cours. On a eu une enquête publique ici même, là, cet été, qui a duré 1 mois et 1 semaine. Elle a été prolongée de 8 jours. Il y avait ceux qui partageaient cette idée, il y avait ceux qui étaient plus craintifs, enfin, comme toujours. Donc le commissaire enquêteur a émis un rapport d'enquête favorable. Au jour d'aujourd'hui, toutes les études d'impact ont été faites. Il en manque qu'une qui a été demandée en plus, c'est celle sur les espèces protégées. Là, le rapport d'impact sur les espèces protégées, on ne l'a pas encore, la préfète ne l'a pas encore. La préfète, nous l'avons reçue ici il y a 8 jours avec le sous-préfet de Saint-Jérôme pour parler de cette affaire-là, pour parler de cette marbrière. On est allé sur place pour aller voir comment ça se présente, ce qu'elle en pensait. Donc, on a bien compris que son avis était plutôt positif. Elle attendait donc le dernier rapport d'impact sur ces espèces protégées pour prendre une décision que je ne connais pas de façon définitive, mais dont je pressens qu'elle va dans le bon sens. À moins que quelques papillons ou quelques vers vivent là et que ça nous retarde les affaires. Voilà. Bon, alors je vais en terminer là-dessus avec l'environnement dans lequel on vit. On vit des bouleversements sans nom. On est en train de créer la communauté de communes Couserans-Pyrénées à l'échelle de tout le Couserans. C'est le deuxième samedi que je passe à voter pour les uns et pour les autres pour mettre tout ça en place, un président, des vice-présidents, un bureau, et on n'a pas fini, une fiscalité à définir. Je pense qu'on a encore un 3e samedi à prévoir pour nommer les délégués divers et variés de cette nouvelle communauté de communes dont je défends l'idée depuis le premier jour. Puisqu'il s'agissait d'agrandir les communautés de communes existantes, il fallait le faire à l'échelle du Couserans, parce que
Couserans est un territoire à lui tout seul, qui a pour lui l'histoire, la géographie, une tradition commune, des atouts qui sont ceux du Couserans, qui ne sont pas forcément les atouts de toute l'Ariège. Donc moi j'ai participé à cette commission départementale où se sont définies les communautés de communes que la préfète a dessinées, et la communauté de communes du Grand Couserans, elle est presque passée naturellement, tant il paraissait évident de mettre ensemble toutes ces 18 vallées capitales Saint-Giron. Donc cela est en train de se faire et de se mettre en place. Ce n'est pas une petite affaire, hein. Ce n'est pas une petite affaire, mais ça se fait et ça se fera à son rythme, avec le temps qu'il y faudra pour que tout ça, ça représente quand même 330 salariés, cette affaire-là, avec le SICTOM, c'est-à-dire la collecte des ordures ménagères compris. L'ancien pays où il y avait 11 employés qui sont repris aussi dans cette structure-là, ce sera quand même une structure à 330 feuilles de salaire. C'est pas peu. Hein. Voilà. Donc la communauté de communes du Couserans, elle est en marche. On réfléchit maintenant au dernier échelon qui sera à envisager, tôt ou tard. Parce qu'on vit dans un véritable bouleversement dans l'organisation territoriale. L'État s'est réformé. Bon, il y a encore dernièrement, la préfète nous a écrit, restructure des services des sous-préfectures. Les services des préfectures se sont déjà réorganisés. Les grandes régions ont été créées. Les départements, il en subsiste quelques-uns pour quelque temps encore, les départements les plus ruraux. Les autres ont déjà disparu. On sent que cette strate-là est en perte de vitesse. Et maintenant, les niveaux de décision, les niveaux d'organisation de la structure administrative, c'est l'État, les grandes régions, les communautés de communes ou les communautés d'agglomération avec les métropoles, et puis les communes. C'est la strate avec laquelle on avance tout doucement, gentiment, sans trop bousculer les choses, parce que bien entendu, la commune, c'est la strate la plus sensible. Hein, la strate la plus sensible, la commune. C'est celle que nous tous, c'est la structure à laquelle nous sommes tous le plus attachés. Hein. Et pourtant, on sent bien que ces communes, avec leur évolution, avec leur passé, sont quand même en train de perdre de leur vitalité, et que l'avenir est celui d'un regroupement des communes, avec cette idée de commune nouvelle à laquelle on réfléchit, pour lequel on avance sans trop forcer les choses, parce que tout le monde n'est pas prêt à ça. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Ça supposera beaucoup d'informations, de communication, dans des réunions avec tous les habitants, tous ceux qui sont intéressés dans la commune. Il faudra faire beaucoup de communication. Il faudra même convaincre les plus réticents pour pouvoir faire quelque chose. Donc on avance, mais pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais cette idée-là est dans l'air, et tôt ou tard, dans cette organisation administrative, la dimension des communes sera elle aussi revue. Ça, c'est pratiquement obligatoire. Voilà. Donc voilà à peu près pour l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions que vous vouliez poser, des choses est-ce que j'ai oublié parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, comme samedi dernier, je passais depuis ce matin 9h et je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé, donc je fais avec ce dont je me souviens, et il se peut qu'on puisse en oublier. Et donc voilà. Voilà. Ah oui, les écoles, oui, bon, on a déjà vendu une école, c'est l'école de... Bon, parce que là aussi, des bâtiments, on en avait à ne plus pouvoir les entretenir. Donc on a vendu l'école de Rouèche l'année dernière, non, enfin l'année dernière en 2016, et là nous avons mis à la vente l'école d'Autriche, pour lequel on a beaucoup de visites. On n'a pas encore une offre ferme, mais on commence à avoir quelques offres. Il y a du travail dans cette école d'Autriche. Quand on la voit de l'extérieur, c'est le coup de cœur. Quand on voit le paysage et le pic de Calabasse depuis Autriche, c'est le double coup de cœur, c'est l'enthousiasme général. Et puis quand on rentre, bon, elle est dans son jus depuis 50 ans, l'école d'Autriche. Alors il y a des travaux à y faire. Hein. Il y a des travaux de rénovation et de l'intérieur. Bon, donc là, on rentre les espèces sonnantes et trébuchantes, et même les plus enthousiastes, des fois, se refroidissent. Enfin, on la vendra un jour ou l'autre. On la vendra un jour ou l'autre. Parce que les écoles, on en avait 5 ici il y a 100 ans. L'école mixte ici, là où on est, l'école des garçons et des filles à côté. On avait une école au Bantine qui est restaurée, qui est à la location aujourd'hui. On avait celle de Rouèche et celle d'Autriche. C'est pour vous dire comment les choses ont changé. 5 écoles, on est passé à un regroupement pédagogique à 6 ou 7 communes de la Haute-Bellongue, avec une classe en primaire et une classe en maternelle. Vous voyez ?
Donc voilà pour cette affaire de vente d'école. Voilà, écoutez, moi j'en ai terminé, je ne vais pas être plus long, à moins que vous ayez des questions ou des précisions. Ah oui, je voulais vous dire aussi que ça y est, va commencer maintenant le recensement de la population, qui est très important. Très important, Sandra qui est là, va être l'agent recenseur, avec un agent coordonnateur qui sera Marion, la secrétaire de mairie. Et donc on va faire le recensement comme on doit le faire tous les 5 ans. Recensement de la population, mais aussi recensement de toutes les habitations, de toutes les maisons, principales ou secondaires. Ce qui fait que, même si l'on n'a que 140 ou 150 habitants permanents, on a entre 200 et 250 résidences secondaires, ce qui fait que nous avons une population DGF, ça c'est important, la population DGF, parce que c'est à partir de ce montant de population sont attribuées les dotations de l'État. La dotation de l'État, dotation globale de fonctionnement, DGF, ça tient compte de la voirie, ça tient compte des sujétions particulières des communes de montagne, et ça tient compte aussi de la population, qu'elle soit résidente principale ou qu'elle soit convertie en population avec le nombre de résidences secondaires. Donc on est sur une strate d'une commune de 400 habitants. Voilà, donc meilleur accueil réservé à Sandra, bien entendu. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas... Est-ce que vous avez des choses que vous auriez voulu, des questions que vous auriez voulu poser ou qu'on n'a pas abordées? Peut-être le téléphone portable, chez nous, là-haut, ça passe pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors là, le téléphone portable, ça c'est une compétence qui nous échappe complètement à nous, communes, Internet et le téléphone portable. Ça nous échappe complètement, c'est les compétences de l'État et du département. Bon, et ici, on est pénalisé par ça. Dans cette commune, on est pénalisé par ça, parce qu'à part le village centre, il y a beaucoup d'endroits où ça ne passe pas, et on a ce problème avec les mobiles. Et les mobiles, ça passe par les opérateurs. Et les opérateurs, si on veut les faire marcher ensemble, il faut que l'État s'en mêle, ce qu'il fait d'ailleurs. Les obliger à marcher ensemble lorsqu'ils mettent un relais de téléphonie mobile, quel que soit l'abonné, desservent la zone qui est desservie par ce relais, ça c'est une bonne chose. Maintenant, après il y a l'Internet. Alors l'Internet, il y a un projet qui est maintenant bien avancé, puisque le conseil départemental, ce n'est pas Orange, c'est le conseil départemental qui a fait son propre réseau, à côté de celui d'Orange, en plus de celui d'Orange, qui était plutôt intéressé par les bourgs-centres, là où il y a de la densité de population, que dans les territoires ruraux comme ceux d'Ariège. Le conseil départemental a fait son propre réseau, qui au jour d'aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, arrivé à Orgibet, la fameuse fibre, arrivée à Orgibet, et qui va maintenant arriver, c'est-à-dire maintenant c'est pour 2017, jusqu'à Saint-Lary. Dans le parking à l'entrée du village, nous aurons une armoire jusqu'où arrivera la fibre. Alors, moi on m'explique qu'à partir du moment où la fibre se rapproche de 4 km, eh bien le débit Internet sera amélioré au minimum à 8 mégabits pour le village et en tous les cas sera amélioré pour les hameaux. Ce sera prolongé de 4 km. Voilà ce qu'on me dit. Donc Internet, il semblerait qu'on aura un meilleur débit, y compris dans les hameaux. Là, on est tributaire là, des opérateurs. Cette affaire de téléphonie mobile, on entend dire que ces zones blanches vont disparaître, mais il va y avoir bientôt 10 ans qu'on l'entend. Et ça n'avance pas vite. Tout ça parce que les opérateurs privés rechignent dans les zones où il n'y a pas assez d'abonnés. C'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Voilà. Alors maintenant, l'ANEM, l'association des élus de la montagne, vient de voter une nouvelle loi, donc elle a mis le paquet là-dessus pour l'équipement maintenant de ces zones blanches. L'ANEM, c'est une association qui compte dans les décisions de l'État. Il y a tous les partis confondus, là, c'est vraiment les élus de la montagne. Et l'ANEM, qui vient de voter son acte 2, l'ANEM, la loi montagne existait depuis 1985, là, ils viennent de voter l'acte 2 de la loi montagne, qui met le paquet justement sur le numérique, sur l'équipement des zones de montagne. Donc on peut penser que ça aussi, ça servira pour accélérer au niveau de l'État et au niveau des décisions à prendre pour accélérer les choses. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. C'est bon? Vous avez passé le temps? On a remis. Voilà. Ouais.
Je vous propose, s'il n'y avait pas de questions, que l'on passe la part un petit coup là, et puis. Hein. Florence, ah oui, voilà, Florence nous a rejoint. Tout le monde connaît Florence ici. L'auberge Elisard, qui est la présidente des Amis de l'Église. Vous recevez des mails certainement de Florence. Alors mettez-lui un visage, c'est elle, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alain, une autre hein? Ouais, c'est bon? Eh bien écoutez, on va terminer. Je pense qu'il y en aura assez.